Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Psychanalyse et lien social, collection fondée et dirigée par Joseph Roussel et Jacques Cabassu. La collection Psychanalyse et lien social suit l'indication freudienne selon laquelle l'opposition entre la psychologie individuelle et la psychologie sociale ou collective, qui peut à première vue paraître très profonde, perd beaucoup de son acuité lorsqu'on l'examine de plus près. La collection accueille des textes témoignant des grands mouvements culturels et sociaux, qui dans notre hypermodernité, bouleversent autant les sujets que les collectifs. Elle interroge les différentes dimensions éthiques, politiques, institutionnelles, cliniques. Comme l'écrit Didier Anzieux, hier les psychanalystes avaient à braver la résistance du monde à la psychanalyse. Leur tâche aujourd'hui est inverse. Ils ont à soutenir la résistance de la psychanalyse au monde. Dernière parution. Association @psychanalyse, une praxis de la psychanalyse, 2022. Jacques Cabassu, Guillaume Némer et Joseph Roussel dire. Rapport sur la folie à l'âge capitaliste, Marx et Freud 2022. Serge Dideley, abécédaire provisoire de psychothérapie institutionnelle. La boîte à outils du Dr Houry, 2021. Monique Loret, La conscience de l'humain. Dialogue entre psychanalyse et pensée chinoise, 2021. Association @psychanalyse, l'acte de création, psychanalyse et lien social, 2021. Dina Germanos-Besson, Bernard Monino, Art, sciences et psychanalyse, 2021. Joseph Roussel, La psychanalyse contre les Covid-19, 2021. Dédicace. À accent grave. Ma mère. Mon père qui a combattu le fascisme. À accent grave. Christiane m'accompagne. Joachim, Aline et Mylène, mes enfants. Remerciements. À accent grave. Joseph Roussel pour ses encouragements et sa patience. Julia Richard pour son soutien dans ce travail d'écriture. Isabelle Audier et Françoise Bertrand pour leurs retours pertinents. Augustin Ménard pour nos échanges et ses retours précis et éclairants. Cita. Transformer au un par un la voie de chacun en un chemin. Jacques Lacan. L'homme est une création du désir, pas du besoin. Gaston Bachelard. Tu me parles pas comme je te parle. Ludovic Monsieur, stagiaire au CHRS. On peut faire confiance à la démocratie, elle est si imparfaite déjà dans son principe. Frédéric Worms. Préface. Ce livre fait retour sur une expérience de 25 ans vécue au Centre Henri Wallon, créé pour permettre l'insertion sociale et professionnelle des malades mentaux. Inspiré par la découverte freudienne et les travaux de Winnicott, l'équipe de cette institution novatrice se fondait sur la reconnaissance des dits malades mentaux comme des sujets à part entière. C'était à l'époque une anticipation audacieuse. Bien après, la loi déclarant ces sujets citoyens est venue les conforter dans leur position. Les constatations cliniques recueillies au fil des années rejoignent et confirment les théorisations élaborées par Lacan. C'est un travail passionnant car issu avant tout de la docilité à la parole de ceux qui sont nommés stagiaires. Ce terme est heureux car il évite le mot sujet, qui peut évoquer l'assujettissement alors qu'il pointe la singularité et la richesse de chacun. S'il y a soumission, c'est uniquement au langage qui fait la spécificité de l'être humain. À suivre le texte pas à pas, nous pouvons entendre, de la bouche même de ces stagiaires, les concepts dégagés par la psychanalyse. Ce sont eux qui s'avèrent être les vrais enseignants. Cela suppose toutefois que ceux qui les écoutent se déprennent de leurs préjugés. Ainsi peut s'exprimer le désir propre à chacun qui est son moteur dans la vie, et aussi la source de son possible épanouissement. Un renversement s'opère alors dans l'institution. Au but premier qui était l'adaptation selon un modèle valable pour tous, se substitue la recherche d'une voie singulière. Cela tient compte de la force du désir mais aussi des limitations, voire des impossibilités de certains. Se découvre alors que derrière l'individu, le citoyen, le sujet de droit, il y a le sujet désirant, sujet de l'inconscient et au-delà encore celui de la jouissance liée au réel du corps. Celle-ci peut venir faire obstacle à l'émergence du désir. À l'occasion des crises, il faut reconnaître ses échecs avec humilité,
Ce sont eux qui révèlent ce qui vient se mettre en travers de ce que nous désirons pour l'autre au lieu d'être sensibles à ce qu'il désire lui-même et aux obstacles qu'il rencontre. L'impossibilité de certains à symboliser ce que le contrat proposé comporte de pacte nous impose de reconnaître que l'équilibre de ceux-ci repose sur une modalité de jouissance qui le fige, mais dont il se soutient. Nous devons donc la respecter. De nombreux exemples cliniques nous en dévoilent la diversité. Le mot expérience, étant donné son étymologie, periculus égale danger, contient le risque. Une expérience se fait à ses risques et périls, et ce, pour tous ceux qui s'y soumettent, accompagnants ou accompagnés. Pour Alain Bauza, cela a produit la nécessité de transmettre ce qu'il avait ressenti au plus profond de lui-même, et qu'il ne pouvait garder pour lui seul. L'écrit est le médium privilégié pour faire entendre ce qui s'est inscrit dans l'intimité de l'un, mais qui peut résonner dans celle de l'autre. La richesse de ce travail tient aussi à son appui sur l'histoire de la folie, qui met en tension l'homme de la folie et celui de la raison sur la valeur matérielle des mots, matérialité dit Lacan, et l'évolution de la législation. Il est donc pédagogique, et nos législateurs devraient s'en inspirer à l'heure où l'être humain est réduit à ses neurones et où la biopolitique est asservie à la rentabilité. Seule la prise en compte de la spécificité de l'être de langage peut déboucher sur un épanouissement du sujet qui trouvera sa place dans la cité. Là est le message qui se dégage de cette expérience. Augustin Ménard, membre de l'école de la cause freudienne, membre de l'Association mondiale de psychanalyse. Préliminaire. Mai 2003. Le Centre d'hébergement et de réinsertion sociale et professionnelle, Henri Wallon, est en train de fermer définitivement les portes de ses appartements, dispersés dans la ville, au désespoir de ceux qui lui ont donné vie tout au long de ses années d'existence. Ni l'opposition de l'équipe, arguments et résultats à l'appui, ni le soutien des personnes accueillies et de leurs familles, ni celui de nombreux professionnels de la région et de la France entière ne sont parvenus à ébranler la décision de l'administration de tutelle, ni celle de l'association gestionnaire. Pourtant, ce CHRS s'était fait un nom dans l'accompagnement de la demande d'insertion sociale et professionnelle de personnes souffrant de maladies mentales, qualifiées ensuite dans la loi de handicap psychique. Après de très nombreuses années d'hospitalisation en psychiatrie, ces personnes que nous avions convenu d'appeler stagiaires. Le dispositif institutionnel, et sa praxis collective entièrement consacrée à cet accompagnement, était inédit au moment de l'ouverture officielle. Il le sera toujours à sa fermeture. C'était pour ces pionniers, un défi et un pari. Agréé par l'administration de tutelle à titre expérimental, qui s'enorgueillissait ainsi d'innover, il sera ensuite qualifié par elle d'atypique, puis de CHRS le plus cher de France, ce qui signera son arrêt de mort. Mais avec la disparition de cet établissement, c'est une longue histoire d'une trentaine d'années, depuis sa gestation jusqu'au jour de sa fermeture définitive, ses fondateurs, son équipe, ses stagiaires, leurs familles, ainsi que tous les partenaires dans les champs du social et du travail qui se trouvaient rayés d'un trait de plume, annulant par là même l'invention d'un savoir-y-faire collectif, élaboré et construit patiemment en remettant sans cesse sur le métier les questions posées depuis sa conception, travail incessant jusqu'à son dernier souffle. Un savoir-y-faire, avec chacun des stagiaires qui démontrait toute la pertinence et l'efficience de la praxis institutionnelle référée à H. Wallon et S. Freud, d'un tel positionnement, entre sanitaire et social. Le CHRS Henri Wallon aura été en ce sens précurseur, avec d'autres expériences qui naîtront à cette époque, d'une nouvelle clinique de l'accompagnement de la demande, du besoin, du désir d'insertion sociale et professionnelle. Je me propose de témoigner de la création de cette institution inédite et de l'invention de cette nouvelle praxis institutionnelle dans les perspectives politiques, éthiques et cliniques ouvertes par ces pionniers, et ceci à partir de la place que j'y ai occupée, tout d'abord celle de l'un de ses fondateurs, puis celle de chargé d'action socio-éducative, ou permanent, sur l'un des appartements, puis celle de psychosociologue, psychologue clinicien chargé d'accompagner la demande de travail. Et d'en témoigner au regard de l'actualité politique avec le vote au Parlement de lois sur les droits sociaux, juridiques et politiques des personnes accueillies dans les établissements, la loi de 2002, puis celle de 2005 notamment. Ces lois, en reconnaissant enfin la citoyenneté des personnes accueillies, ouvrent à mon sens une nouvelle ère dans la praxis des institutions,
une praxis démocratique. Une praxis qui a pour objet la promesse de notre régime démocratique et républicain, à savoir l'émancipation du sujet de la citoyenneté. L'invention d'une praxis clinique du sujet de la citoyenneté par l'équipe de l'ancien CHRS Henri Wallon trouvait enfin sa légitimité politique. L'ancien CHRS est né de la volonté de parents d'enfants adultes souffrant de psychose et d'autisme, désespérant de n'avoir d'autre alternative à leur existence que celle d'aller-retour entre le domicile familial et l'hôpital ou la clinique psychiatrique, ou bien celle d'un enfermement à vie. L'idée de créer un dispositif institutionnel afin d'accompagner chaque personne accueillie en vue de s'insérer parmi ses concitoyens est née dans un contexte politique, celui des journées de mai 68, qui ont fait émerger une nouvelle revendication sociale, éthique et politique, le droit à la différence, mais aussi dans un moment extraordinaire de l'histoire de la folie, où 2 siècles après le grand renfermement de tous les déviants de la société dont les fous, les murs de asile psychiatrique tombent. Voilà que, comme le dit Michel Foucault dans Histoire de la folie, l'homme de folie et l'homme de raison peuvent à nouveau se rencontrer dans la vie sociale et professionnelle ordinaire. L'occurrence de ces 2 événements majeurs ouvre désormais à chaque personne malade mentale la possibilité de chercher et de trouver de nouvelles alternatives de vie parmi ses concitoyens. Dans le projet qui se dessine, les pionniers prennent à bras-le-corps toutes les questions nouvelles qui se posent alors, tant sur le versant social que sur celui de la clinique et dans leurs articulations. Leur pensée est orientée par une éthique, celle du respect absolu de la personne. Un certain nombre de principes en émaneront. L'un d'eux pourrait sonner comme une devise. Il traduit l'engagement social, psychologique, éthique et politique, à gauche, de ses créateurs et sera le fil conducteur de la conception sociale et clinique du projet. Il n'y a d'insertion possible qu'à la condition que dans la rencontre entre les deux, s'opère une double modification réciproque, tant du côté de l'homme de raison, que de celui de l'homme de folie. C'est à cette condition, celle qui fonde la rencontre, à savoir la contingence et les circonstances, que l'homme de folie peut trouver ou retrouver une place parmi ses concitoyens. C'est à cette condition que l'homme de raison peut accueillir dans la vie sociale et professionnelle ordinaire l'homme de folie, figure de l'altérité absolue. Le pari et le défi que les fondateurs se lancent à eux-mêmes et à la société sont d'autant plus ambitieux et redoutables que son hospitalisation ne l'a pas guéri de sa maladie mentale. Aussi ces artisans, durant la longue gestation du projet, élaboreront un dispositif institutionnel d'accompagnement immergé dans la cité et un projet pédagogique référé à Henri Wallon et à Sigmund Freud. Ce projet pédagogique définit les conditions requises dans la relation d'accompagnement en vue d'accroître l'autonomie du stagiaire, afin de rendre possible son insertion, en y articulant tant le volet clinique, le stagiaire souffrant de sa psychose, que le volet social, le ou les partenaires dans les champs du social et du travail. En cohérence avec leur projet d'insertion par immersion dans le milieu social, les fondateurs feront le choix d'inscrire le dispositif institutionnel de cet établissement dans le champ administratif et financier du secteur social, et ceci bien que les personnes malades mentales relèvent à ce moment-là exclusivement du champ de la psychiatrie. Ce qui, durant la période de gestation, posera à l'administration de tutelle un problème insoluble, jusqu'à ce qu'apparaisse dans les textes réglementaires un nouveau type d'établissement, le CHRS. Néanmoins, ceux-ci ne préconisaient qu'un traitement social de la précarité sociale, l'accueil de personnes malades mentales n'y étant pas prévu. Ainsi, l'ancien CHRS marchera sur ses 2 pieds en boitillant, car constamment en situation dérogatoire pour l'administration de tutelle et pour l'association gestionnaire qui longtemps, fort heureusement, parviendra à compenser. Mais la claudication s'aggravera au fil des années. L'impossibilité pour les tutelles de lui trouver l'agrément adéquat finira par lui couper purement et simplement les jambes au bout de 25 ans. Ceci alors même, comme le déclare Michel Minard lors du 20e anniversaire du CHRS en 1998, que l'on assiste, consécutivement à la fermeture des lits d'hospitalisation en psychiatrie, à un vidage des CHS vers les CHRS et à une sanitarisation des CHRS. Évolution lui ouvrant enfin une perspective plus assurée, du moins le croyons-nous. Les portes de ces appartements se ferment au moment où, dans l'actualité de l'hôpital psychiatrique,
on assiste à une pratique que Lucien Bonafé a qualifiée d'externement d'office des malades. Cette pratique a été déterminée par la fermeture des lits par souci d'économie budgétaire, alors que la politique de sectorisation balbutie et qu'aucun suivi véritable n'est organisé. Ainsi, beaucoup de patients abandonnés et livrés à eux-mêmes se retrouvent à la rue, puis en prison pour actes de délinquance. Alors la contradiction de cette politique nous saute aux yeux. Ces anciens malades, devenus dans la rue des sans domicile fixe, sont des candidats pour les CHRS. Or rien, ni dans la réglementation, ni dans le financement de ces CHRS, ne les destine à les accueillir, sauf le CHRS à Chouallon. Mais notre directeur nous alertait régulièrement sur l'aggravation de la situation administrative et les menaces qui pesaient sur son budget. Malgré cela, l'équipe, dans la voie ouverte par ses fondateurs, s'engagera résolument dans sa tâche et parviendra, grâce aussi au soutien actif de l'association gestionnaire, à inventer cette clinique institutionnelle d'insertion, démontrant toute la pertinence de cette position entre sanitaire et social. Cruel destin, car voilà qu'au moment précis où les portes du CHRS Henri Wallon se ferment, la loi du 2-1-2002 est publiée. Cette loi, en instituant enfin l'exercice de la citoyenneté de la personne accueillie dans les établissements des secteurs du social et du médico-social, légitimait l'invention de cette clinique, que je qualifie de clinique du sujet de la citoyenneté, car cette loi, et les suivantes d'ailleurs, lui donnaient enfin une assise juridique et une légitimité politique. L'ancien CHRS à Chouallon prend son origine dans un événement de l'histoire de la folie dans notre culture, événement majeur qui en changera le cours. L'enfermement si longtemps préconisé n'est plus le moyen thérapeutique privilégié dans le traitement psychiatrique du malade mental. Dorénavant, c'est la liberté rendue au malade mental, qui est la condition de tout travail thérapeutique. Cela se traduit dans la relation par la recherche de son consentement et en conséquence, la possibilité de choisir, mais aussi d'aller et venir. Le travail thérapeutique et institutionnel en sera bouleversé. Ainsi, après 2 siècles d'enfermement du malade mental, l'homme de folie et l'homme de raison peuvent à nouveau se rencontrer dans la cité et au travail. Un dialogue entre les deux, interrompu par le grand renfermement, est à nouveau possible. C'est très précisément au sein de cet espace qui se réouvre entre l'homme de folie et l'homme de raison, que l'ancien CHRS parviendra à s'interposer et à renouer les fils d'un dialogue que le grand renfermement avait rompu. À quelles conditions l'équipe est-elle parvenue à se tenir dans cette position, et à renouer les fils d'un dialogue? C'est à cette vaste question que je me propose de répondre dans cet ouvrage. Une rencontre entre l'homme de folie et l'homme de raison, était-elle possible? Un dialogue entre eux serait-il possible? Ce qui supposait une reconnaissance de l'altérité absolue que représentait l'homme de folie, pour l'homme de raison. Car en effet, la personne malade mentale n'a pas attendu la guérison pour faire sa demande de s'insérer dans la cité. Et en entrant sur l'un des appartements, elle présentait toujours des expressions plus ou moins manifestes de ses symptômes psychopathologiques et d'un discours plus ou moins cohérent, souvent délirant, ce qui effrayait l'homme de raison. Voisins, commerçants, partenaires des services administratifs, de loisirs et de travail, etc. Et même si, au fil des années, les séjours à l'hôpital se feront de plus en plus courts et qu'un nombre croissant de personnes venant de la rue entrera dans les appartements du CHRS, la fonction du CHRS s'avérera plus que jamais cruciale et pertinente. En effet, l'institution de l'ancien CHRS à Chouallon a été conçue par ses créateurs comme un SAS aménagé de telle sorte qu'il puisse assurer la fonction d'amortir le choc que constitue la tentative d'insertion du stagiaire dans la réalité de la vie sociale et du travail. C'est-à-dire celui de la rencontre entre le stagiaire et ses partenaires dans les différents lieux de la cité, par l'entremise d'activités les plus diverses. Ainsi, le dispositif institutionnel crée les conditions permettant à chacun des stagiaires de se lancer dans l'aventure de l'insertion dans un milieu préparé à le recevoir. Le stagiaire, ainsi que son ou ses partenaires, les uns et les autres étant assurés de la présence effective d'accompagnants, peuvent se lancer dans l'aventure de l'insertion. Le stagiaire parviendra-t-il à trouver, ou retrouver son chemin dans la vie parmi ses concitoyens? C'est-à-dire à trouver ou retrouver une place parmi eux, sa place, ce qui implique que ses concitoyens, son ou ses partenaires la lui fassent.
Plus précisément, l'ancien CHRS a été conçu comme un dispositif intermédiaire s'interposant entre l'homme de folie et l'homme de raison, afin de préparer l'un et l'autre à se côtoyer, se rencontrer et tenter de dialoguer. Aussi son action portera donc autant du côté du stagiaire que de celui de son ou ses partenaires dans les champs du social et du professionnel. Du côté du stagiaire, l'ex-psychiatrisé entrant au CHRS à Chouallon n'est donc pas guéri de sa maladie mentale. Les médecins psychiatres et les équipes médicales qui l'y adressent, parfois par le biais de la famille, le considèrent comme étant suffisamment stabilisé pour qu'il puisse tenter de vivre l'expérience de la vie en appartement et celle du travail. Mais la demande du médecin ne suffit pas au malade pour être admis. Pour devenir stagiaire, il lui faudra adresser lui-même sa demande d'entrée. Le dispositif institutionnel d'accompagnement qui sera inventé en référence au projet pédagogique cherche à placer chaque stagiaire dans une disposition subjective lui permettant de prendre le risque de tenter des expériences sur la scène du social et du travail tout en étant accompagné, et ainsi de s'engager dans le travail de modification, de réaménagement psychique, en référence à Henri Wallon et Sigmund Freud, prendre le risque, car sa demande à s'insérer parmi ses concitoyens est porteuse d'espoir de changement et accession à une nouvelle identité personnelle et sociale, mais aussi d'anxiété. C'est que cette demande est prise au sérieux par l'équipe, si bien qu'elle réactive aussi des traits de sa symptomatologie psychopathologique psychiatrique et réveille une angoisse psychotique, dont le pic nécessitera parfois une réhospitalisation, suspendant temporairement ou définitivement la demande d'insertion qu'il nous a adressée. Aussi, à mon sens, la notion qui fondera la nouvelle praxis institutionnelle des pionniers et qui sera mise en œuvre est celle d'espace-temps intermédiaire et transitionnel. Dans la praxis institutionnelle d'accompagnement, la pertinence clinique et sociale de se tenir dans cette position qui se soutient de cet écart, de ce vide entre les deux, entre social et sanitaire, ne cessera de s'affirmer et de s'affiner tout au long de ces 25 années d'existence du CHRS. Tout d'abord, en s'interposant entre l'homme de raison et l'homme de folie, la praxis institutionnelle prend en compte l'altérité, le langage, la contingence et le contexte. C'est depuis cet entre-deux qu'un dialogue tente de se nouer, par l'entremise du centre à Chouallon, et que chaque stagiaire cherche son chemin parmi ses concitoyens. Puis, se tenir entre clinique et social, c'est, dans la position subjective de l'accompagnant, s'ouvrir la possibilité, d'une part, de se déplacer d'un pôle à l'autre selon l'état psychopathologique et psychique du stagiaire et ou selon l'ambiance d'un milieu d'insertion possible ou existant, mais aussi, d'autre part, de jouer de sa présence-absence auprès de l'un et ou de l'autre. Dans la pratique de l'accompagnement, se soutenir de l'entre-deux, du vide, c'est ainsi adopter une position subjective dans laquelle l'accompagnant s'autorise, et par là même autorise le stagiaire, à ce que l'un des deux pôles prenne parfois le pas sur l'autre et réciproquement. Bref, à jouer entre les deux. Ainsi, par exemple, durant les premières années, le signifiant travail était chargé dans le discours ordinaire d'une valeur encore sacrée et normative, et était parlé en opposition dichotomique à la maladie. Aussi, dans cette praxis institutionnelle, reconnaître le vide qui soutient la position subjective de l'accompagnement, comme condition à la nécessité de pouvoir se déplacer, osciller entre les deux pôles, est une position subjective dans l'accompagnement qui se réfère aux hypothèses cliniques posées dans le projet pédagogique, et notamment à l'hypothèse de l'inconscient. Je me propose de raconter comment, à mon sens, l'équipe, chemin faisant, découvrant les différents traits de cette problématique du sujet dans les psychoses dans les tentatives d'insertion sociale et professionnelle, élabore une praxis institutionnelle d'accompagnement. La référence à la notion d'intermédiaire est aussi une référence à la dimension psychologique, et plus précisément psychique, au sens freudien, mise en jeu dans cet accompagnement. C'est au sein de la relation d'accompagnement que se déploie l'espace-temps psychique propre à chacun, entendu d'abord au sens de Freud, puis comme espace-temps intermédiaire et transitionnel psychique au sens de D.W. Winnicott s'y déploie, simultanément à la demande, au besoin, au désir de s'insérer et aux tentatives de s'insérer, la manière dont chacun vit et se vit dans et avec la maladie, la problématique du sujet dans les psychoses. Un trait clinique s'impose dès les prémices du projet chez les fondateurs. Certains stagiaires dénient la maladie, quand d'autres la portent comme une identité sociale. Modalité de défense psychique qui est au cœur de la problématique du sujet dans les psychoses et dans son être au monde même.
Les impasses relationnelles et dialogiques nous imposeront de reconnaître les traits selon lesquels cette modalité de défense, ou d'être au monde, se manifeste. De ces crises relationnelles et dialogiques, c'est l'énigme même du sujet dans les psychoses qui surgit. L'espace-temps intermédiaire et transitionnel est l'espace-temps de la relation et de la vie psychique propre à chacun où tente de se lier, de se nouer, de s'articuler clinique et social. Mais cette articulation ne peut se travailler qu'au un par un, car c'est au sein de cet entre-deux que chacun cherche à se frayer un chemin, son chemin, parmi les autres, bref à élaborer son propre projet de vie dans lequel il parvient à articuler sa maladie, son être au monde en tant que sujet et la réalité sociale et ou professionnelle. Aussi, la pensée du paradoxe qu'implique la notion d'espace-temps intermédiaire et transitionnel fonde cette clinique institutionnelle inédite et la praxis de l'équipe. Se tenir entre l'homme de folie et l'homme de raison, c'est maintenir vivante la question de l'altérité radicale, dont l'enjeu est la reconnaissance de l'homme de folie, de sa différence, de son étrangeté par l'homme de raison. Car la peur de la dangerosité et de l'imprévisibilité de l'homme de folie sont non seulement toujours bien présentes dans les représentations sociales, a priori, mais cette nouvelle proximité les réactive avec force. Aussi, en s'immergeant dans la vie de la cité, les fondateurs créent une institution inédite, qui a la fonction de s'interposer entre les deux. Elle est fondée sur une pensée de l'hétérogène, de l'aléatoire, de l'inattendu, donc sur une logique qui inclut le tiers, le sujet et sa parole ainsi que le temps. Une institution aux antipodes de l'institution traditionnelle, fondée sur une logique binaire, excluante et normalisante, qui ordonnait à l'intérieur de ses murs un monde clos, homogène et atemporel. En instituant, par le biais du contrat, une place symbolique à chacun des interlocuteurs, s'ouvre l'espace-temps intermédiaire et transitionnel dans la relation, et simultanément se déploie le champ de la demande, du besoin, du désir propre à chacun des interlocuteurs. Dans ce déploiement, chacun en place de sujet attend de l'autre une réponse. Mais quelle est cette réponse ? Si pour le stagiaire, la réponse attendue, parfois avec impatience, parfois en la redoutant, ne peut être que sociale, par contre pour l'équipe elle ne va pas de soi. Car cette réponse sociale, en référence au projet pédagogique, implique du côté du stagiaire qu'une modification, qu'un remaniement psychique puisse s'engager. Aussi, à côté du projet d'insertion sociale et professionnelle, l'équipe des fondateurs, durant la période de gestation du projet d'institution alternative, élabore un projet dit pédagogique et non thérapeutique. Non thérapeutique, car trop marqué alors du côté sanitaire, médical, et donc référé au modèle de la psychopathologie psychiatrique ainsi qu'à l'idée de guérison qui lui est consubstantielle. Ce projet se réfère à H. Wallon et S. Freud. Il formule une hypothèse clinique sur les psychoses tout en définissant les conditions dans la relation d'accompagnement, susceptibles d'engager chaque stagiaire dans le travail de modification psychologique qu'implique la demande d'insertion sociale et professionnelle. Ce projet, est-il écrit, se réfère à une pédagogie concrète qui, par son caractère dialectique et par l'importance qu'elle accorde au processus inconscient dans la genèse des troubles psychiques, inscrit dans les perspectives ouvertes par Wallon et Freud. La tentative de s'insérer dans le lien social implique dès lors de réamorcer le processus psychique, dans une perspective psychogénétique ou développementale. Réamorcer le processus psychique qui préside in fine au développement des aptitudes créatrices de chaque stagiaire, pour la construction de sa réalité psychique. Aussi ce projet définit sur l'autre scène, celle de l'inconscient, les conditions permettant à chaque membre de l'équipe d'engager le stagiaire et de s'engager avec lui dans le travail d'une reconstruction de la réalité, alors même qu'il tente de s'insérer dans la vie sociale et dans celle du travail. Des références conjointes à S. Freud et H. Wallon s'en déduit donc l'idée selon laquelle un retour à la genèse des troubles psychiques est nécessaire, afin de réamorcer le processus psychique comme condition d'un réaménagement de l'abord de la réalité du stagiaire. Durant les premières années du CHRS, les hypothèses cliniques du projet pédagogique induisent ainsi une logique de développement psychologique et psychosexuel, dont la visée d'accroissement de l'autonomie, est d'abord entendue confusément dans le sens d'un accroissement des capacités nécessitées par la vie en société, bien qu'écartant toute idée d'adaptation et de guérison. Mais peu à peu, les crises de la demande du stagiaire, les impasses tant psychiques que sociales nous imposent l'énigme de la demande que le stagiaire nous adresse et par là même l'énigme du sujet dans les psychoses.
Ainsi, l'équipe découvre peu à peu des traits spécifiques de la problématique du sujet dans les psychoses à l'épreuve des tentatives d'insertion dans le lien social et remanie en profondeur sa praxis d'accompagnement. Un tournant est pris, les perspectives psychogénétiques, celles d'H. Wallon et psychosexuelles de S. Freud sont abandonnées. Ce n'est plus le pourquoi, la causalité psychogène et ou sociale ou autre qui importe, mais le comment. Comment chaque stagiaire vit dans le présent avec sa psychose. Car c'est depuis ce qu'il vit dans le présent de ses tentatives de s'insérer qu'il peut se trouver, un chemin inédit dans son existence parmi les autres. Comment et à quelles conditions accompagner le stagiaire dans cette recherche ? Dans le tournant que prend alors la praxis institutionnelle, la dimension clinique, avec le statut donné au langage et à la parole dans cet accompagnement, s'impose en tant que clinique du sujet. Une clinique du sujet de la citoyenneté, car il s'agit dorénavant dans la praxis institutionnelle, de créer les conditions dans la relation d'accompagnement permettant à chaque stagiaire d'élaborer son propre projet de vie, d'inventer des modalités d'un lien social inédit et ainsi de trouver son propre chemin dans son existence parmi ses concitoyens. Cette trouvaille est facteur clinique, de mieux-être, qui devient alors la nouvelle visée de la praxis. Grâce aux fils tissés par S. Freud, D. Winnicott et Gilles Lacan, c'est cet accompagnement éclairé par la psychanalyse qui nous servira de boussole. Stagiaire. Durant la période de gestation du projet, ces pionniers s'interrogent pour savoir comment nommer les personnes accueillies dans les futurs appartements. Le terme de malade étant par tous refusé, l'un d'eux, étudiant en psychologie, propose alors le terme de sujet. Mais voilà qu'un autre participant, hospitalisé en clinique psychiatrique, répond immédiatement « non ». Ça fait sujet du roi. Plusieurs dénominations sont discutées, usagers, malades, résidents, etc. Alors un autre participant propose celle de stagiaire. Cette désignation est adoptée à l'unanimité. Elle correspondait au caractère intermédiaire et transitionnel du projet social, politique et pédagogique ainsi qu'à sa philosophie, qui s'inscrivait alors dans le courant des alternatives à la psychiatrie asilaire. Mais cette question du sujet, depuis cette interpellation inaugurale, ne cessera de nous tarauder. Elle deviendra une question cruciale et débouchera une quinzaine d'années après, sur une praxis clairement affirmée, la clinique du sujet. La première de ces incidences dans la clinique de cet accompagnement est politique et nous apprendrons chemin faisant, que nous étions bien en retard d'une révolution. En effet, avec la révolution de 1789, la notion de sujet change de souveraineté. Assujetti à la parole du roi, c'est ce que signifie le mot sujet. Désormais, le citoyen est assujetti à la communauté des citoyens. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.